vous tous. Vous m'entendez plus ou moins? Ça va? Ok. Quand on s'est vu il y a 2 mois ou 2 mois et demi, on avait donc discuté ce programme et Sylvia m'a donc demandé de présenter quelque chose que ne serait pas exactement ce qu'il y avait dans les textes qu'on avait fait circuler, parce que bon, ça serait ennuyeux pour tout le monde, et pour moi et pour vous, d'entendre la même chose que vous avez déjà lu. Et donc, comme elle m'a en plus demandé de dire des choses autour des recherches en cours, plutôt que présenter quelque chose qui était déjà ficelé et terminé, en fait, j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui est à la fois un projet que je suis en train de mener sans exactement savoir où je vais, c'est-à-dire quel serait le produit final. Mais c'est aussi lié avec les cours que je suis en train de donner en ce moment au Collège de France, portant cette année le thème étant les plaques tournantes de l'histoire globale entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc je vais faire 6 cours, j'ai déjà fait les 2 premiers. Le premier cours portant sur la ville de la Mecque au XVIe et XVIIe siècle, le deuxième portant sur Lisbonne, et Lisbonne par rapport à Goa. Et là, je vais continuer dans 10 jours avec Istanbul et ainsi de suite. Alors donc, bien sûr, tout cela, ça a à voir avec des projets qui j'ai menés depuis un certain temps. Il y avait, si vous voyez, une première sélection des articles qui est sortie maintenant, ça fait déjà 12 ans, qui s'appelle donc Explorations in Connected History. À partir en fait, d'un article que j'avais écrit en 1998, qui était en soi une réaction à un certain type d'historiographie, l'histoire comparée, pratiquée d'une façon, à mon avis, trop mécanique. Ce n'était pas contre l'histoire comparée en soi, mais contre un certain style d'histoire comparée, disons. Et par la suite, en fait, on a fait des versions de ces collections d'articles. Il y a donc la version italienne, qui est une autre sélection un peu différente, qui est sortie chez Carracci Mondiconesi. Et puis, il y a l'autre que je vais faire semblant de lire, que dit Setsuzoku Saka Rekishi, sur l'histoire connectée. Apparemment, c'est aussi peu élégant en japonais que c'est en anglais ou en français. Mais en tout cas, voilà que on a essayé donc de présenter ça pour des auditoires différents à chaque fois, avec des explications et des contextualisations intéressantes. Surtout, un jeune collègue italien a fait une présentation dans le livre en italien, Giuseppe Marcocci, que je trouve fort intéressant, où il a essayé de me objectiviser en quelque sorte. Et voilà donc le point de départ. Mais ce n'est pas le point d'arrivée. Parce que ce que je vais tâcher de vous démontrer, c'est qu'avec ce genre d'approche, on peut prendre des objets tout à fait différents et on peut aussi faire, au niveau d'exercices concrets, des choses extrêmement variées avec ça. Et donc, l'exercice que j'ai choisi pour aujourd'hui, ça porte sur une ville. Donc, pas les villes que je vais traiter au Collège de France, c'est une autre ville encore, mais c'est une ville qui garde son importance pour plusieurs raisons. Comme vous verrez, ça aussi, il y a un petit sous-texte politique ici aussi. Mais c'est une grande ville, un peu oubliée maintenant. Mais à l'époque dont je vais parler, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, c'était un des ports les plus importants de l'océan Indien, dans son ensemble, je veux dire. Et c'est un port donc qui a quelques particularités. Et là, vous voyez la première chose, c'est-à-dire c'est une ville fortifiée, mais qui n'est pas sous le contrôle des Européens.
Et là, vous voyez que c'est déjà un peu particulier parce que si vous regardez les villes portuaires fortifiées dans l'océan Indien au XVIe et le XVIIe siècle, la plupart de ces villes sont des villes contrôlées par les Européens. Donc, je vous donne des exemples évidents. Goa, Cochin, en Inde du Sud, puis il y a Jakarta, que les Néerlandais ont appelé Batavia. Ils ont donc construit leur forteresse là-bas. Ils ont perdu la porte dans les mers d'Australie, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a bien sûr après les villes fortifiées qui deviennent les grandes villes de l'Inde. Madras, fondée en 1639, est fortifiée presque aussitôt. Bombay, pris par les Anglais et les Portugais dans les négociations de mariage de Charles II dans les années 1660 est presque immédiatement fortifié. Calcutta, fondé en 1692, presque immédiatement fortifié avec le fort William. Donc vous voyez que c'est l'habitude des Européens de construire des forteresses. Et avec raison, parce que pour avoir une politique d'agression cachée, il faut bien se fortifier. Donc, voilà pourquoi les Européens font ça. Mais ce qui n'est pas aussi répandu que ça, c'est que les non-Européens fassent des villes fortifiées. Et alors donc, c'est la première question qu'on peut poser. Pourquoi cette ville-là? Et je n'ai toujours pas prononcé le nom, mais c'est la ville de Surat. Surat, dans l'Inde occidentale, la ville de Surat. Vous voyez ici la version française en haut, la version néerlandaise en bas. Gezicht van Surat. Van de Zijde de rivière. Donc, vous voyez aussi que c'est une ville qui se trouve ici, sur les bords de la fleuve Tapi, ou Tapti, donc dans la partie sud de Gujarat. Et c'est une ville, donc, comme je vous ai dit, qui a été étudiée quelques fois, mais à mon avis, il y a encore des choses à faire. Donc, ce n'est pas pour dénigrer ni pour minimiser l'apport des historiens qui ont déjà étudié cette ville, mais je pense que en fait, c'est une ville qui a tellement de ressources, une telle richesse qui est présente dans cette ville qu'on peut faire énormément de choses encore avec. Alors, donc, c'est une ville qui était déjà une ville connue, mais assez limitée dans son importance, disons vers 1500. Si vous regardez vers 1500, par exemple, si on pense aux sources égyptiennes, par exemple, portant sur l'Inde, vous regardez par exemple la grande chronique d'Ibn Iyas, le chroniqueur égyptien très connu de cette époque-là. Pour lui, le Gujarat, c'est ce qu'il appelle Kambayat. Donc c'est la ville de Cambay ou de Khambayat, qui pour lui représente pour l'essentiel cette région-là, même si ce n'est pas le centre politique, c'est le centre commercial de cette région. Et c'est de là que viennent les étoffes, les cotons en Égypte par exemple. On trouve aussi parfois des représentants politiques venant de Gujarat, voire les califes au Caire. Ça, c'est aussi quelque chose qui arrive autour de 1500. Mais puis, il y a un développement très intéressant, c'est-à-dire entre 1500 et 1570, il y a une transformation assez dramatique dans laquelle Khambayat va devenir un port secondaire et Surat va devenir en quelque sorte le port principal de cette région-là. Mais pas seulement pour cette région, ça va devenir un port avec une importance qui va beaucoup au-delà de la région, jusque dans l'Empire ottoman d'un côté et dans l'Asie du Sud-Est, je dirais jusqu'en Chine de l'autre. Alors pourquoi? Première question. Et avant de rentrer dans cette question, je veux signaler une petite chose, c'est-à-dire que c'est pas contrairement au cas de Bombay ou le cas de Madras, c'est pas un port qui est ouvert comme ça sur la mer. En fait, c'est à l'intérieur de cette rivière, il faut monter de Swali, qui est plus ou moins à l'embouchure, et il faut donc monter la rivière, et c'est sur la rive droite qu'on trouve Surat. À gauche, il y a une ville plus ancienne, une ville médiévale, qui est la ville de Randé,
qui était aussi une ville d'une certaine importance d'un point de vue strictement économique, mais en fait, ça garde aussi quelques exemples assez beaux d'architecture médiévale. C'est par exemple cette mosquée du XIIIe siècle, plus ou moins XIIIe, XIVe siècle, qu'on trouve à Randel. Mais en fait, il y a plusieurs façons d'expliquer pourquoi Surat donc, devient important comme il ne l'était pas au début du XVIe siècle. La première explication, et qui est la plus répandue, vous pouvez trouver ça presque dans tous les histoires d'ordre général de l'océan Indien, mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai, que c'est l'idée que Surat était en quelque sorte créé par l'Empire moghol. C'est-à-dire, en 1520, les Moghols, cette dynastie timouride venant de l'Asie centrale, ont donc fait la conquête de l'Inde du Nord. Ils ont été dans une situation très instable pendant à peu près 30 ans, 30-40 ans. Mais puis, à partir de la fin des années 1550, les Moghols commencent à consolider leur situation. Et puis, une partie de cette consolidation, c'est en fait la conquête des régions maritimes. Donc, au début, les Moghols se confinent essentiellement au cœur de l'Inde du Nord, mais puis, dans les années 1560, ils vont commencer leur expansion vers la mer. Ils vont faire la conquête du Gujarat dans les années 1570. Ils vont faire la conquête du Bengale un peu plus tard. Et puis, finalement, ils vont faire la conquête du Sindh dans les années 1590. Donc, à ce moment-là, à la fin du XVIe siècle, les Moghols deviennent à la fois un pouvoir terrestre et un pouvoir maritime. Et c'est comme ça que les Moghols, d'ailleurs, vont rencontrer pour la première fois les Européens. Parce que c'est quand ils se sont confinés à l'intérieur de l'Inde du Nord, les Européens trouvaient, notamment les Portugais, trouvaient que ce n'était pas forcément très intéressant d'avoir des rapports avec eux, mais dès qu'il devient un pouvoir maritime, bien sûr, les Portugais ont besoin d'avoir un rapport direct avec les Moghols. Donc, il y a une première explication qui nous dit que c'est les Moghols qui ont décidé, en quelque sorte, de déplacer le centre de Cambay et aller vers Surat, parce que pour eux, Surat était beaucoup mieux lié. À la fois, vous voyez qu'il y a les routes qui vont vers l'Inde du Nord, en passant par Ahmedabad et Ajmer, et en arrivant donc à Agra et Delhi, donc il y a ces routes-là. Mais il y a aussi l'autre qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire le centre aujourd'hui un peu oublié, mais qui était très important à la fin du XVIe, début du XVIIe, qui est Burhanpur, en Inde centrale. Donc c'est l'idée qu'à la fois Surat donnait deux accès par la voie de l'Inde centrale et par la voie de l'Inde du Nord. Et c'est pour cela que les Moghols ont décidé, en quelque sorte, de créer ou de soutenir Surat et de faire de Surat un grand port. Mais non, à mon avis, ça c'est pas du tout le cas. Les Moghols ont profité du fait que Surat était déjà un port très important. Et comment est-ce que donc c'est devenu un port important? Pour cela, bien sûr, il faut chercher des explications dans la région, mais en fait, il faut aller chercher un peu loin. Donc, il y a donc la première question qui est la question locale ou régionale. Vous voyez que ça, c'est une peinture assez célèbre. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui suivent un peu l'histoire de l'art moghol. Ça vient donc de Victoria and Albert Museum, c'est au British Museum peut-être, c'est une scène de l'Akbarnama, qui est donc la grande chronique des Moghols, et ça démontre quelque chose. Vous voyez qu'il y a des Européens au centre. Et donc, c'est censé être un petit bateau européen où il y a le gouverneur de l'État portugais des Indes, Nuno da Cunha, qui est ici dans une scène assez connue, 1537 février. Nuno da Cunha arrive sur les rives du Gujarat. Il invite le sultan de Gujarat pour parler. Et là, il y a quelque chose de très curieux qui se passe, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le sultan est mort noyé. Donc c'est ce qui est représenté ici. Il y a donc des accusations qui sont portées contre le gouverneur portugais pour dire qu'en fait il l'a attaqué, il a fait en sorte qu'il soit noyé. Les Portugais ont dit que c'était un accident.
Il y a des Portugais qui ont dit que c'était le contraire, c'était le sultan qui est venu attaquer le gouverneur. Donc vous voyez que c'est, comme on dit en anglais, he said, she said. Il y a un peu cette histoire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que il y a le sultan qui est mort noyé, mais il y a des gens qui étaient avec lui et qui sont même représentés dans cette peinture qui ont survécu. Et je vais revenir sur un de ces personnages qui était donc dans l'entourage du sultan de Gujarat. Mais vous voyez que ça, c'est une autre scène qui démontre donc ces difficultés qu'on avait entre les Portugais et les sultans de Gujarat, déjà dans les années 1530. Donc c'est qui cet autre personnage? Et voilà, la personne qui m'intéresse, qui est quelqu'un qui a pour nom Khaja Safar, ou Khaja Safar al-Salmani, et pour titre Khudavand Khan. Alors, vous voyez ici comment il est représenté dans une peinture portugaise de l'époque. Hein. Il est en train ici de monter une attaque. Et ça, c'est à la suite de cet incident. 6 ou 7 ans après cet incident, il est en train de monter une attaque contre les Portugais, qui avaient quelques forteresses dans la région. Et il était considéré comme un des plus grands ennemis des Portugais à l'époque. Quelqu'un qu'il considérait comme extrêmement dangereux. Ils avaient un certain respect pour lui, mais néanmoins, ils le considéraient comme... il y avait une petite poignée des ennemis qui sont tellement importants qu'ils reviennent sans cesse dans les écrits des Portugais à l'époque. Et voilà une de ces personnes. Mais qui est-il finalement, Khaja Safar al-Salmani? Bien sûr, c'est un noble de sultanat de Gujarat, mais on sait qu'en fait, il est arrivé autour de 1530 au Gujarat. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est arrivé d'ailleurs et qui a monté très très vite dans les hiérarchies de Gujarat. Il devient donc un des intimes du sultan, et c'est pour cela qu'il l'a accompagné d'ailleurs dans cette expédition désastreuse où ils sont allés parler avec les Portugais. Et lui, il a survécu, le sultan, comme j'ai dit, est mort, noyé. Et alors, où est-ce qu'il faut chercher pour les origines de Khaja Safar? Et voilà, Otranto. Je ne dis pas ça que pour faire plaisir à Sylvia, mais c'est en réalité, si on commence à regarder, et ce n'est pas évident de trouver comment il est arrivé et qui il était, donc on sait que, en fait, Khaja Safar, avant d'arriver en Inde, travaillait pour les Ottomans. Donc, c'était quelqu'un qui était dans l'entourage d'un corsaire qui, lui, venait de Lesbos, qui s'appelait Salman Reis. Et donc, c'est pour cela que son premier nom, c'est Safar al-Salmani, donc parce qu'il est de l'entourage de Salman Reis. Mais on sait qu'en réalité, avant ça, il avait été donc capturé par les Ottomans, converti, il est donc devenu musulman, mais en réalité, il était italien ou peut-être italien et avec quelques origines du côté maternel dans les Balkans. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient d'assez loin et qui finalement va arriver en Inde dans les années 1530, 1500, et il va consolider sa position dans les années 1540. Et ça fait partie, bien sûr, de cette espèce de tentative de la part des Ottomans de aussi définir une politique dans l'océan Indien. C'est une question qui est assez débattue, mais on sait qu'il y avait un certain nombre de grands personnages à la cour ottomane, notamment Ibrahim Pacha, qui était important dans les années 1530, et puis il y avait Sokol Mohammed Pacha, que vous voyez ici, qui a donc eu ces rapports qui allaient jusque dans l'Afrique du Nord, un peu Afrique orientale et en Asie du Sud-Est, mais surtout il y avait une tentative ottomane de définir des rapports avec l'Inde et des régions côtières de l'Inde. Et voilà que notre Khaja Safar en fait partie de ces réseaux des sujets ottomans envoyés ailleurs, avec une espèce de double appartenance. Il était à la fois donc intime et sujet du sultan de Gujarat, mais il gardait aussi ses loyautés envers les Ottomans. Mais ce n'est pas seulement des loyautés, en fait, c'est aussi quelqu'un qui a fait construire un certain nombre de choses
Ici, vous voyez, c'est le premier grand bâtiment de Surat. Et c'est quoi? C'est le tombeau de Khaja Safar. Et aujourd'hui, ça s'appelle Marjan Shami. C'est un titre un peu mystérieux. Shami, vous voyez, ça veut dire syrien, c'est vient de la Syrie. Mais Marjan, en fait, c'est resté un mystère jusqu'au moment que j'ai trouvé un peu la solution. Parce qu'il s'avère que c'est son tombeau, mais il n'est pas le seul qui est enterré dedans. En fait, ça, il a fallu regarder dans un endroit un peu inattendu, dans les lettres des jésuites des années 1580. Et il y a un jésuite catalan qui s'appelle Antoni Montserrat, qui est passé par Surat dans les années 1580, et il est passé par ce tombeau-là. Il a dit il y a beaucoup de dévotion, et ça, c'est l'endroit où Khaja Safar est enterré, mais la dévotion, c'est pas envers lui, il dit, c'est envers qui? C'est envers, il dit, un Africain. Alors, là, vous voyez déjà comment les choses deviennent un peu compliquées à Surat. Donc, on a ce monsieur vient de Otranto, passé par les Ottomans, qui est arrivé à Surat. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fortifié Surat. C'est lui qui, autour de 1540, déjà, a défini les fortifications. Et donc, ça précède de 30 ans l'arrivée des Moghols dans la région. Mais apparemment, autour de lui, il y avait des gens assez variés. Il y avait vraisemblablement des gens venus de l'Asie du Sud-Est, dont la garnison qu'il avait définie dans les années 1540, ce que les Portugais appellent des Jao, c'est-à-dire des gens de Java. Mais il y a une présence assez importante de ce qu'on appellerait des Siddi. Et ça, c'est un exemple d'un Siddi qui est devenu très important plus tard, mais il s'avère, et toujours en lisant les chroniques portugaises, on comprend qu'il y avait autour de Khaja Safar des Siddi, et parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui par la suite est devenu seigneur de guerre dans la région. Il a lutté contre les Portugais, il a été tué par les Portugais dans les années 1560, et on a pris son corps et il a été donc enterré dans le même complexe. Il s'appelle donc Sidi Marjan. Que veut dire, et ça c'est assez typique parce que vous voyez que souvent ces Africains devenus importants dans les sociétés musulmanes de l'Inde avaient des noms qui étaient des objets précieux. Donc par exemple on les appelait des choses comme Yakout ou Ruby, ça veut dire, ou Almas, diamant. Et Marjan, c'est le corail. Donc, c'est Monsieur Corail, si vous voulez. Et donc, c'est à cause de lui que ça s'appelle Marjan Shami. Mais voilà, ce qui est important, donc, c'est de comprendre quelque chose. Les Moghols ont fait la conquête de Surat. Mais si on commence à lire les chroniques des Moghols sur la conquête de Surat, ils ont souligné, et c'est un peu curieux que les historiens par la suite ont fait ce détour pour dire que c'est eux qui ont créé Surat en quelque sorte, mais les chroniques moghols en fait insistent beaucoup sur le fait que le port de Surat était très bien fortifié, c'était très très difficile à prendre, ils ont finalement pu faire ça en donnant de pots de vin à des gens à l'intérieur de la garnison, et ils ont aussi insisté sur le fait que c'était fortifié dans un style qu'ils n'avaient pas vu. Et c'est-à-dire, il dit que c'est un type de forteresse, et il utilise un mot, d'ailleurs, même dans les chroniques persanes, on utilise un mot hindi, qui est le mot chokandi, qui veut dire une espèce de fortification géométrique. Et il dit que ça, c'est un style assez particulier que ce monsieur-là, c'est-à-dire Khaja Safar, a amené de chez lui et qui était relativement inconnu parmi nous. Donc, vous voyez qu'il avait déjà décidé de fortifier le port. Ici, vous voyez Montserrat, celui qui a donc fait ses remarques sur le port de Surat. Par la suite, il est allé à la cour moghole, et là, il est probablement un de ces deux jésuites qui est en train de parler avec l'empereur dans le Ibadat Khana, dans le lieu de prière. Et là, vous voyez donc la forteresse. Cette forteresse, donc, qui est le château de Surat, par la suite, on va élaborer des fortifications beaucoup plus importantes autour de la ville, mais ça, c'est le début, c'est le cœur de l'affaire. D'ailleurs, c'est là où les successeurs de Khaja Safar vont continuer.
lui, il a été tué en 1546, quand en fait il supervisait une attaque contre les Portugais, mais les membres de sa famille ont continué dans cette région, et ils sont des gens manifestement assez curieux, parce que le chroniqueur portugais Diogo de Couto nous dit qu'il avait de bonnes relations avec ces gens-là. De Couto est lui aussi quelqu'un d'assez bizarre, parce qu'il aimait bien les renégats et les gens qui passaient d'un côté à l'autre, et il trouvait qu'il y avait quelque chose d'assez romantique et même héroïque dans la vie de ces gens. Et donc il nous dit par exemple qu'il connaissait des membres de la famille de Khadavand Khan, notamment, je pense que c'était un neveu qui s'appelait Genghis Khan, et il dit qu'il m'a convoqué de temps à autre parce qu'il avait envie de me parler de Dante et de Pétrarque. Donc manifestement, ils ont gardé un aspect de leur culture italienne qui est toujours resté, même s'ils se sont convertis à l'islam, ils ont quand même gardé ce petit aspect-là. Mais bien sûr, si on regarde Surat, c'est basé donc sur cette fortification faite par un Ottoman. On sait qu'au début, ils ont aussi récupéré, il y avait quelques flottes ottomanes qui ont fait naufrage dans la région, ils ont aussi récupéré de l'artillerie de ces flottes-là, donc ça a aidé à défendre le port. Ça, c'est un autre exemple de la région. Vous voyez que c'était en fait des belles pièces, parfois avec des inscriptions en persan ou en arabe. Et donc, pour Khaja Safar, la réalité c'était que Surat était en quelque sorte censé rivaliser les ports européens fortifiés de la région. C'était une façon pour lui de pouvoir défendre ses navires. Et on sait que dans les années 1540, 50, 60, les Portugais ont attaqué à maintes fois Surat. Et ils n'ont jamais réussi parce qu'à chaque fois, quand ils rentraient dans la rivière, ils trouvaient les navires sous la protection du château, et donc c'était impossible pour eux. Ils se sont retirés. Et d'ailleurs, on trouve des références sur ça dans les chroniques portugaises, notamment de Couto, mais aussi d'autres. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fin de compte, les Moghols ont pris quelque chose qui était déjà en marche. Ils ont bien sûr consolidé. Bien sûr, le port de Surat en 1570 était un port important avec des liens dans la région. Ce que les Moghols ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que ça ait des rapports avec les grandes villes de l'Inde du Nord, qui étaient beaucoup moins stables avant leur conquête. Donc, du coup, ils ont sans doute donné un coup de pouce. Il n'y a pas de doute. Mais dire que c'est eux qui ont créé ou consolidé le port, c'était erroné, et c'était bel et bien en marche. Et déjà, en 1540 ou 50, était considéré comme beaucoup plus important que Hamayat. Alors, donc, là, vous voyez Surat représentée au début du XVIIe siècle. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'à partir de 1600, quand les Européens du Nord arrivent dans l'océan Indien, c'est parmi les premiers endroits où ils vont essayer de s'établir. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'Asie du Sud-Est. Donc, les Anglais et les Néerlandais sont aussi allés en Indonésie, mais parmi les ports de l'Inde, c'est Surat qui est un des grands sujets de discussion dans la compagnie anglaise et dans la compagnie néerlandaise. Ils vont donc vouloir s'installer, mais quand ils arrivent à Surat, ils trouvent qu'il y a des conditions très particulières pour fonctionner à Surat. C'est-à-dire, le roi moghol est très soucieux de faire en sorte qu'il y ait du commerce, mais qu'il est aussi, il n'a pas peur, mais il est quand même concerné par ce qu'il connaît qui sont les mauvaises habitudes des Européens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule manière que les Européens peuvent s'installer à Surat, c'est par exemple, ils ne peuvent certainement pas fortifier leur maison. Donc, ils peuvent vivre dans la ville, mais dans des maisons ordinaires, et ils n'ont même pas le droit d'acheter des maisons. Ils peuvent seulement louer des maisons des marchands locaux.
Et les Moghols donc vont garder une espèce de droit de regard sur leur présence. Et ils contrôlent. D'ailleurs, plus tard, au XVIIe siècle, il y a un certain nombre de voyageurs européens qui vont se plaindre de ça en disant « Regardons notre situation, par exemple, à Batavia ou à Madras, où on a notre propre ville, etc. » Tandis qu'ici, on est obligé de vivre sous le contrôle de ces gens, mais ils acceptent. Ils s'acceptent parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, et c'est quand même le port le plus important, certainement dans cette partie ouest de l'Inde, mais peut-être en tout l'Inde. Et ça, cette présence européenne a été longuement décrite et discutée par quelqu'un qui a été presque, pas officiellement, mais officieusement, un peu mon maître quand j'ai commencé mes études sur l'océan Indien, qui est l'historien Oshin Dasgupta, qui a donc notamment publié ce livre qui s'appelle Indian Merchants and the Decline of Surat. C'était, pour nous Indiens, Dasgupta était un peu un pionnier parce qu'il était parmi les premiers qui ont vraiment utilisé profondément les archives de la compagnie néerlandaise. Mais ce qui était assez particulier dans sa façon de faire, c'est qu'il a toujours voulu lire les archives néerlandaises un peu contre en contresens en quelque sorte, pas dans le sens de poil pour ainsi dire. Donc plutôt que faire l'histoire de la compagnie, ce que faisaient d'autres, il a utilisé les sources de la compagnie pour faire l'histoire, par exemple, des marchands indiens, qui étaient mentionnés dans les sources de la compagnie, souvent dans une manière très hostile, mais il a réussi, par exemple, à faire ressortir tout ce qui était la ville, les villes, la vie portuaire. Par exemple, avant de publier ce livre, il a écrit un livre assez brillant, très bref, de 100 pages, mais où on trouve un portrait très séduisant de la présence des marchands juifs baghdadis dans le Kerala au XVIIIe siècle. Donc, c'est-à-dire, ce sont des marchands juifs qui n'étaient pas les séfarades qui se sont installés au Kerala au XVIe siècle, mais des gens qui sont venus plus tard, à la fin du XVIIe, et qui, dans le commerce du XVIIIe, était très important. Par exemple, la grande famille des Rahabi, qui contrôlait en quelque sorte le commerce de poivre au Kerala au XVIIIe siècle, et il a réussi à faire ça en utilisant les sources anglaises et néerlandaises un peu contre leur sens primaire. Alors là, il a donc décrit cette ville de Surat à l'époque moghole. À l'époque moghole, avant son déclin, au XVIIe siècle, et ce port de Surat qu'il décrit, c'était un peu comme ça. Vous voyez, donc, maintenant, c'est déjà un peu plus développé. Vous avez toujours le château au centre. Vous voyez où c'est marqué Surat Castle. Et on voit qu'il y a donc le douane, il y a l'hôtel de monnaie juste à côté. Il y a, vous voyez où il y a le Marjan Shami, qui est un peu plus loin. Mais donc, vous avez le comptoir anglais, qui était présent là. Le comptoir néerlandais, par contre, qui était assez loin des Anglais. Donc, c'est pas comme si les Européens étaient tous concentrés et habitaient le même quartier. Ils étaient assez éparpillés comme ça. Et puis, on a donc cette première enceinte, qui est ce qu'on appelle le Sheher Pana, la muraille qui protège la ville. Et puis, il y a une deuxième enceinte qui a été créée plus tard, qui s'appelle Alam Pana, le mur qui protège le monde, un peu grandiose comme titre. Mais vous voyez ici aussi tout ce qu'on a, les différents quartiers. Je vais revenir sur ça. Et à partir de ces sources qu'il avait sous la main, Dasgupta a pu faire un portrait assez vivace, très bien. C'était un grand écrivain aussi. Très parlant de cette ville, mais en fait, après son travail, on a trouvé d'autres éléments qui nous permettent beaucoup plus de précision sur ce qu'était cette ville à la fin du XVIIe et au tournant du XVIIIe siècle. Et notamment, on a maintenant ça. C'est quoi ça? Ça, c'est un plan de Surat, mais c'est un plan indien. Qui se trouve aujourd'hui dans le musée de Jaipur, au Rajasthan.
Et ce plan-là, en fait, c'est très très détaillé. C'est pas du tout un plan, disons, moderne d'un sens de point de vue de perspective européenne, mais c'est extrêmement détaillé parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez quand même deviner à chaque endroit où vous voyez un carré, il y a des choses écrites. Et en fait, elles sont écrites en deux langues, écrites apparemment, semble-t-il, tout d'abord en persan, et puis elles ont été transcrites en hindi. Et on sait que c'est dans ce sens-là parce que celui qui a fait la version hindi, parfois il a mal compris ce qui était écrit en persan. Donc, cette carte a été maintenant très très finement analysée par un chercheur japonais, Nagashima Hiromu, et il a donc pu nous montrer comment cette ville fonctionnait et qui était qui à l'intérieur de cette ville. Donc vous voyez qu'il y a la forteresse là, mais il y a aussi des éléments très intéressants. On peut voir où habitaient les grands marchands. Par exemple, beaucoup de ces maisons qui étaient sur la fleuve étaient les maisons des grands marchands, mais assez différents. Par exemple, il y avait encore quelques grands marchands siddhi, c'est-à-dire indo-africains. Il y avait le grand marchand qui habitait le coin, vous voyez où le mur se termine là, qui est quelqu'un que Das Gupta avait étudié. C'est un grand marchand qui s'appelle donc Mullah Abdul Ghafour. Et Mullah Abdul Ghafour et sa famille dominaient le port en termes de commerce à la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Et il est particulièrement intéressant d'un point de vue religieux parce que c'était un Bohra. Hein? Donc il appartenait à cette communauté qui est relativement petite. Vous voyez, c'est la communauté de l'Aga Khan, hein? Plus ou moins. Donc, c'est une communauté relativement restreinte, mais très riche, déjà à l'époque, et Mullah Abdul Ghafour, donc, appartenait à ce groupe-là. Mais il y a aussi des choses intéressantes, je ne sais pas si vous voyez, il y a ça qui est un grand carré ici, et ça m'a interpellé pendant un certain temps, et finalement, j'ai compris que c'est, en fait, c'était l'établissement d'un grand ordre de soufis. Et ce ne sont pas les soufis qui sont normalement les plus connus en Inde. En Inde, il y a les ordres soufis dans cette région qui sont les plus connus, sont les Chishtiya et les Naqshbandiya. Mais ça, c'est les Haydaroussi. Donc ça veut dire que ce sont des gens venus de l'Hadramaut, de l'Arabie du Sud. Et apparemment, ils avaient le plus grand établissement intramuros, hein, parce que les autres avaient leur khanka qui était plutôt dans la partie extérieure de la ville. Je ne vous ai pas montré, on peut revenir, vous voyez que même la partie extérieure de la ville est très bien désignée dans ce plan-là. Et on comprend un certain nombre de choses. Par exemple, vous voyez qu'il y a les noms des quartiers. Ça, c'est pas, un certain nombre de ces noms ont survécu, mais un certain nombre de ces noms existaient déjà à l'époque. Donc, par exemple, prenons Begumpura. Pourquoi est-ce qu'un endroit s'appelle Begumpura? Pour une raison très simple. C'est parce que la fille de l'empereur moghol Aurangzeb a habité Surat pendant un certain temps. Et donc, quand elle a habité là, c'est sa fille Jahanara. Et donc, quand elle habitait là, autour d'elle, il y avait un quartier qui s'est développé et qui s'appelle donc Begumpura, le quartier de la princesse. Encore plus intéressant, également intéressant, par exemple, prenez Rustampura. Alors Rustampura, on sait très bien qui c'est un grand marchand zoroastrien. Donc ce qu'on appelle en Inde un Parsi. Ce sont ces gens qui sont venus de l'Iran probablement autour du 8e siècle, qui se sont installés en Inde occidentale. Ils étaient donc dans la région de Surat, dans des ports, des villes comme Navsari ou Bharuch. Et une fois que Khaja Safar a créé et développé cette ville de Surat, ils sont venus s'installer. Et donc ça, c'est un monsieur qui s'appelle Rustamdin Manakji, et qui est un grand marchand aussi de la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais pas seulement marchand. On sait qu'il était un intermédiaire, par exemple, pour les Portugais. Il achetait et vendait des chevaux pour les Portugais. Mais c'était aussi quelqu'un qui a construit pas mal de bâtiments dans le Surat.
souvent avec des inscriptions, donc on peut identifier ces bâtiments encore. Ces inscriptions sont normalement en deux langues, en gujarati et en persan, parce qu'il pratiquait le persan. Et c'était aussi quelqu'un qui était un mécène, et entre autres, il a par exemple commandité une biographie en poésie, c'est-à-dire de lui-même, qui s'appelle Qissa-e Rustamman, écrit par un poète donc zoroastrien, mais persophone, habitant la ville de Surat à cette époque-là. Donc, il y a aussi un aspect littéraire, c'est pas de la très grande poésie, mais c'est quand même assez amusant comme texte qui prend un peu cette espèce de forme héroïque, donc ce qu'on attendrait plus d'un prince que d'un marchand. Alors, donc on peut suivre tous ces détails, mais il y a aussi autre chose qui revient sans cesse quand on pense à Surat au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est quand même le premier port pour le Hajj en Inde. Donc, c'est de là que les gens qui parlent, pour aller faire le pèlerinage à la Mecque de l'Inde par la voie terrestre, c'était un peu compliqué. Il fallait passer soit par l'Asie centrale, soit par l'Iran. Il y avait des gens qui faisaient ça en passant par l'Iran, mais c'était très recommandé, parce qu'ensuite, si on passait la frontière entre l'Iran safavide et les Ottomans, on risquait d'être harcelé. Donc, l'autre façon de faire, c'était de prendre le bateau. Et le port principal pour prendre le bateau pour aller à la Mecque, c'est-à-dire à Jeddah, pour par la suite faire le pèlerinage, c'était Surat. Et donc, il y a aussi cet effet-là, maintes fois décrit, sur Surat comme port de pèlerinage. D'ailleurs, on l'appelait parfois Bab al-Hajj, c'était parmi les titres qu'on utilisait dans les textes moghols, c'est-à-dire les portes de Hajj, ou on l'appelait aussi Bandar Mubarak, le port auspicieux. Mais en fait, il y a aussi des textes qui nous décrivent ça. Notamment, il y a un texte qu'on connaît depuis un certain temps, mais maintenant on a une version illustrée qui est parue dans la collection privée des Khalili, qui s'appelle Anis al-Hujjaj, qui sont des instructions pour les gens qui vont faire le Hajj. Et ça, c'est écrit par un écrivain moghol, Qazvini, au XVIIe siècle, et vous voyez un peu les détails et quelques illustrations pour faire ça. Donc, la ville de Surat est aussi importante. Le Hajj a aussi un certain effet sur Surat, c'est-à-dire, vous voyez que comme toute ville qui est liée avec un pèlerinage, il y a une espèce de cycle de la population va se gonfler, dégonfler en fonction des arrivées et des départs pour le pèlerinage. Parce que les gens viennent de l'intérieur de l'Inde, ils sont là avant le départ des navires pour quelque temps, puis les navires vont partir, ils vont revenir, ils vont rester un peu de temps normalement après le retour des navires. Donc il y a aussi cet aspect assez particulier qui veut dire qu'il y a aussi une partie de la ville qui est fait exprès pour les pèlerins. Alors, tout ça, donc, on peut arriver à construire à partir des sources mogholes, à partir des matériaux comme ce plan-là. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup de récits de voyageurs. Presque tout Européen d'importance qui est passé par l'Inde au XVIIe siècle et qui nous a laissé un récit de voyage est passé par Surat. Donc, on a déjà une énorme richesse au niveau de ces récits de voyage. Mais malgré ça, il y a quelques-uns de ces récits qui sont moins connus que d'autres. Je vous donne un exemple assez amusant. Vous voyez ici le manuscrit d'un récit de voyage. Aujourd'hui, c'est dans la collection de l'Académie des Lincei à Rome. Et c'est le récit de voyage d'un voyageur français qui s'appelle François Legout de la Boulaye et qui était un Angevin. Donc, vous voyez, la même région que François Bernier, il est passé un peu avant Bernier. Et donc, il est passé par la région de Surat, mais ce qu'il a fait qui était relativement extraordinaire, c'est qu'il a demandé à des gens locaux de faire des dessins dans son manuscrit. Donc, ça, c'est pas lui, ça ne vient pas de sa plume, parce qu'il a aussi, lui, fait des piètres illustrations, vraiment le pire qu'on peut imaginer. Mais tandis qu'ici, c'est fait par des gens qui savent bien, même dans les détails. Vous voyez que vous avez ici,
Bon, vous reconnaissez le dieu Krishna, donc il y a une petite résumé de quelques-uns des histoires les plus importantes sur la vie de Krishna. Mais il a aussi puisé dans des choses qui sont beaucoup plus obscures. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont reconnaître l'autre figure. L'autre figure, en fait, c'est un personnage très mineur de Ramayana qui s'appelle Shravan Kumar. Et son histoire, c'est que c'était un jeune homme qui avait... Ses parents étaient aveugles. Et donc, il portait ses parents comme ça, sur son épaule. Et donc, il a été tué par accident par Dasharatha, le père de Rama. Et comme il a été tué quand en fait il était un bon fils qui était très dévoué à ses parents, Dasharatha donc il a en quelque sorte maudit Dasharatha en disant: comme vous avez fait ça et comme ça vous avez privé mes parents de l'aide de leur fils, vous aussi vous allez être privé de votre fils. Et donc en fait c'est en quelque sorte le récit moteur pour expliquer l'exil de Rama et tout cela mais ce n'est pas une histoire très très connue, c'est une histoire relativement mineure, mais vous voyez qu'il a en fait, il a même fait un petit dessin, vous voyez qu'il était manifestement très très fasciné par la figure de Krishna. Il y a donc en fait, probablement il est le premier Européen à avoir fait des résumés de ce qu'on appelle le Bhagavata Purana, qui sont les textes portant sur Krishna. Et on sait qu'autour de Surat, il y avait bien sûr une présence krishnaïte extrêmement importante. Donc ce que ça veut dire, c'est, vous voyez que c'est une ville extrêmement diverse d'un point de vue de religion. Si on prend même les grands marchands, vous allez voir qu'ils sont très divers. J'ai déjà mentionné Mullah Abdel Ghafour et Mullah Muhammad Ali, qui était son petit-fils. J'ai déjà parlé de Rostamji Manakji, le grand marchand parsi, mais il y a par exemple ces deux grands marchands du 17e, Virji Vora et Bhimji Parekh, qui sont donc des Vishnuites, mais il y a des membres de leur famille qui frottaient aussi au jainisme. Donc il y a une espèce d'énorme diversité dans cette ville. Et en fin de compte, même si en lisant les textes des Anglais ou des Néerlandais, ces textes sont souvent très, très nombrilistes. Ça va de soi. Ils parlent essentiellement d'eux-mêmes. C'est pour cela que le travail de Das Gupta a autant de mérite, parce qu'il faut quand même taper des pages portant sur je ne sais pas quoi, le prix de clous de girofle, pour arriver à un passage comme ça sur un marchand indien. Donc, en lisant ces textes venant des Européens, c'est un travail un peu ingrat. Mais néanmoins, si on a un contexte, on peut comprendre comment fonctionnait en effet cette ville. Et c'est une ville qui ne manque pas de surprises. Je vous donne un exemple. Je vous donne quelques exemples encore. Donc, vous voyez ce texte-là. C'est un texte très connu, surtout par les spécialistes de l'histoire des Juifs en Inde. C'est un texte qui est Notícias dos Judeus de Cochin, écrit par Moshe Pereira de Paiva. Et c'était donc imprimé à Amsterdam dans les années 1680. Et en fait, Pereira de Paiva, il parle des origines très, très lointaines de la communauté juive de Kerala, avant même l'arrivée des Portugais, puis la présence des Portugais. Mais en réalité, maintenant, les spécialistes de l'affaire ont compris que ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle en réalité Pedro Pereira. C'est un marchand de diamants et il était à Surat. Donc, c'est à Surat qu'il a, en fait ramassé ces informations portant sur Cochin, et c'est comme ça qu'il a donc finalement, en rentrant en Europe, il a publié ce texte-là, et on le sait parce qu'une fois qu'on a compris qu'il s'appelle Pedro Pereira, on peut trouver ses traces dans les archives de la compagnie néerlandaise. Donc, c'est une ville assez curieuse, assez mélangée, même d'un point de vue
d'architecture. Vous avez vu, il y a le château, il y a le Marjan Shami, on sait qu'il y avait le darbar du gouverneur de la ville qui n'a pas survécu, mais ce qui a survécu, et c'est déjà assez curieux, par exemple, voici le cimetière néerlandais de Surat. Où il y a ces tombeaux de quelques personnes assez connues, mais aussi des inconnus. Il y a d'autres tombeaux plus près de la mer. Par exemple, il y a le tombeau de Thomas Coriat, qui a voyagé par l'Inde au début du XVIIe. Mais juste en jetant un regard sur les tombeaux, ici toujours le cimetière anglais, mais aussi néerlandais et anglais, et qui manifestement, les historiens de l'architecture, il y en a un certain nombre qui ont regardé ces tombeaux, sont arrivés à la conclusion que ce sont en quelque sorte des structures hybrides, où manifestement on utilisait des architectes qui avaient plus l'habitude de faire la construction pour les mécènes venant de l'élite moghole, et donc qui ont puisé des éléments dans l'architecture timouride et afghane, et mélangé ça avec le goût de leurs mécènes. Ici, c'est les frères Oxenden, qui étaient les chefs du comptoir de Surat dans les années 1660. Juste de passage, je vais vous mentionner quand même que ça, c'est le cimetière néerlandais, mais à peu près un quart du cimetière néerlandais, en fait, est fait pour les Arméniens. Donc, les Arméniens sont enterrés à l'intérieur du cimetière néerlandais de Surat, avec quelques pierres tombales. J'ai un collègue à UCLA qui est en train de faire une petite édition des inscriptions sur ces pierres tombales, assez intéressant. Alors, donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est que vous avez cette espèce de longue chronologie. Vous voyez, on commence dans les années 1540, avec la fortification par Khaja Safar. Puis, il y a, dans les années 1560, la conquête par les Moghols. Puis, il y a des chocs, bien sûr, quelques chocs que je vais mentionner. Dans les années 1630, il y a une très très grande famine dans la région. Et on sait qu'il y a eu une diminution de la population de la ville à l'époque. Puis, il y a eu quelques attaques sur la ville. Il y a une attaque très célèbre dans les années 1660 par le roi Maratha Shivaji. Mais là encore, c'est intéressant de voir, parce que c'est les marchands, enfin, qui ont payé une espèce de rançon à Shivaji pour qu'ils partent. Et d'ailleurs, dans ces circonstances-là, on voit quelque chose qui me semble assez important, et je vais peut-être revenir sur cette question-là à la fin. C'est-à-dire, la présence de l'État moghol dans la ville est relativement faible. C'est-à-dire, bien sûr, les Moghols ont le château. Il y a normalement ce qu'on appelle un châtelain, un keladar, qui est à l'intérieur. Il y a aussi le gouverneur de la ville. Mais ce n'est pas une ville où les Moghols affirment leur présence comme dans les villes de l'intérieur. En gros, on peut dire que c'est une ville où les gens qui comptent sont les marchands. Et on voit ça quand la ville est attaquée, parce que les marchands sont obligés de se débrouiller pour négocier avec celui qui vient. Et de la même façon, dans les années 1690, il y a un moment quand il y a une montée assez dramatique d'un certain nombre des activités d'un certain nombre de pirates européens. Il y a des gens qui sont très connus dans l'histoire de la piraterie européenne. Il y a Kidd, le capitaine Kidd, il y a le capitaine Avery, et ces gens-là, en fait, dans les années 1690, ils ont pris un certain plaisir à attaquer les navires de Surat, en particulier les navires qui revenaient de la Mecque. Et bien sûr, ça n'a pas plu aux Moghols. On faisait ça parce que c'était en revenant de la Mecque qu'on avait plus d'or, d'argent dans les navires. Parce que c'était un peu le sens du commerce des métaux précieux. Mais là encore, c'est les marchands qui sont obligés de négocier avec les Européens. Ils vont réussir à négocier, et les Européens, finalement, ils
passent leur temps au départ de dire que ce ne sont pas... Par exemple, on dit que... On explique, c'est très compliqué d'essayer d'expliquer aux Moghols qu'après la Révolution glorieuse, tout d'abord, il y a quelque chose d'assez étrange, parce que le prince des Pays-Bas est maintenant le roi de l'Angleterre, ce qui semble assez bizarre aux Moghols. Mais puis, on va aussi essayer d'expliquer que les gens comme Kay d'Avery, par exemple, ils sont des Écossais, et donc pas forcément très liés avec les Anglais. Mais en fin de compte, après avoir fait toutes ces explications, ils vont être obligés, en fait, d'organiser des convois. Donc, de protéger les navires partant pour la Hajj. Et ça, c'est une négociation qui est faite par les marchands de Surat, qui sont capables, donc, de faire pression sur les Européens en leur disant, bon, à ce moment-là, donc, on fait la grève, et vous n'auriez rien dans vos comptoirs. Alors, donc, vous voyez un peu comment ça marche. Je vais revenir un peu sur les derniers moments de mon cycle, qui est dans les années, à partir des années 1730, mais je vais juste vous dire quelques mots sur un autre aspect de cette histoire de Surat. Parce que Surat, en fait, on pense à la ville comme une ville marchande, bien sûr, et c'est une ville marchande. Une ville portuaire qui a un aspect politique. Mais on a souvent tendance d'oublier que c'est aussi un centre intellectuel. Et ça se voit particulièrement dans les années 1730 et 40, parce que c'est à partir de Surat qu'arrivent en Europe les nouvelles sur ce personnage qui fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est le roi d'Iran à l'époque, qui est Nader Shah, Damas Kholé Khan, qui s'appelle Nader Shah, et en particulier je vais passer un peu de temps à parler d'un personnage qui m'a toujours fasciné, mais maintenant j'ai un peu plus assis sur sa vie, sa carrière, qui est un Écossais qui s'appelle James Fraser. Donc vous voyez que Fraser, qui est l'auteur de ce texte-là, de History of Nader Shah, publié à Londres, qui est un récit basé en fait sur des sources en persan, mais aussi sur ce qu'il a pu recueillir lui-même. Mais l'aspect de Fraser qui m'intéresse beaucoup plus que le fait qu'il ait écrit une histoire de l'invasion iranienne, c'est le fait qu'il a aussi publié à la fin de ce livre, ce catalogue des manuscrits en persan, en arabe et en sanskrit, qu'il avait constitué. Et en fait, l'aspect le plus intéressant de cette collection, c'est que cette collection a survécu à 90%. Et parce que après sa mort, la collection a été déposée dans la bibliothèque bodléienne à Oxford. Donc, en fait, on peut regarder ce qu'il a mis ensemble et on peut essayer de comprendre comment Fraser, et je vous explique en deux mots qui était Fraser. Donc, Fraser appartenait à la région de Inverness. Il venait d'un endroit qui s'appelle Kirkhill. C'est quelqu'un d'origine très modeste. Il est, comme beaucoup de gens, je pense qu'il a commencé à travailler pour la compagnie à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Et puis il est arrivé en Inde, donc il n'avait pas une éducation universitaire comme un certain nombre de gens avaient plus tard au XVIIIe siècle. Et donc il s'est formé en quelque sorte en Inde. Et il a donc tissé des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes, je vais revenir sur ces gens-là. Mais en fait, il nous explique à maintes reprises dans ses écrits qu'en quelque sorte, son éducation, ça a été fait en Inde. Et fait avec qui, je vous le dis en quelques instants, mais voilà son meilleur ami. Son meilleur ami était John Cleland, qui était l'auteur de Fanny Hill. Parce que John Cleland, je ne sais pas si vous avez tous lu Fanny Hill, vous voyez, c'était un espèce de roman considéré comme pornographique au XVIIIe siècle. Memoirs of a Woman of Pleasure. C'était un texte scandaleux, mais celui qui a écrit ce texte-là, John Cleland, qui était un drôle de personnage, qui a donc vécu à Surat avec Fraser, puis il est allé à Bombay. Je trouve un peu dommage que Gladfelder a appelé son livre Fanny Hill in Bombay. Je pense que ça parle plus aux gens que Fanny Hill in Surat, mais bon.
Mais donc, ils avaient aussi des liens de commerce entre les deux. Mais regardez ce que dit Fraser dans un de ses textes. Il dit que le premier maître avec qui il a étudié le persan était un Parsi, un des races des anciens persans à Surat. Puis il a étudié avec un mullah qui s'appelait Fakhruddin. Puis il était à Cambay, il a étudié avec Cheikh Mohamed Mourad. Et il a aussi étudié avec un brahman savant qui s'appelait Srinath Vyas. Et donc, il a aussi constitué sa collection sanskrit à partir de ça. Il avait une collection donc avec quelques textes intéressants, mais en fait qui est beaucoup plus petit que sa collection en persan. C'est en fait la collection persane qui est relativement intéressante. Il y a quoi dans cette collection-là? Il y a une énorme diversité de choses. Il y a tous les grands poètes en persan. En commençant avec les classiques, vous voyez Saadi, Nizami, etc. Et puis on arrive aux poètes de la cour moghole et de l'époque moghole, on a tout ça. On a toutes les grandes chroniques mogholes. On a quelques traductions en persan des grands textes comme Tabari, des textes en arabe qui ont été traduits pour lui en persan. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une collection très intéressante de textes soufis. Et parmi ces textes-là, par exemple, il a ce texte, qui est un texte médiocre, mais qui a son intérêt, parce que c'est la biographie d'un grand maître soufi, qui est Muinuddin Chishti, qui est celui qui est à Ajmer. Mais l'intérêt de ce texte, c'est que c'est la biographie de Muinuddin Chishti, écrite par la princesse Jahanara quand elle était à Surat. C'est le Mounis al-Arwa. Et donc, elle a fait que des copier-coller avec d'autres biographies qui existaient auparavant, mais elle l'a fait. Donc il avait ce texte, il avait quelques textes comme ça, donc portant sur la vie des hindous. Il avait des textes, je n'ai pas pu avoir une image, donc vous voyez, ça c'est des textes avestans. Des anciens textes des Parsis, il était parmi les premiers qui a pu mettre sa main sur ces textes-là. Ça c'est en fait un manuscrit de British Library, comme vous voyez, mais en fait il en a encore ces trois de Khordad Avesta et deux, trois autres qu'il a pu avoir. Et bien sûr, il a aussi eu quelques peintures assez médiocres qu'il a vendu par le biais d'un de ses autres amis qu'il a fait en rentrant en Angleterre, qui était Alexander Pope. Donc Fraser, en passant par Cleland, est devenu ami avec Pope. Et donc vous voyez qu'à partir de quelqu'un comme Fraser, on peut voir comment un jeune Écossais, qui était à peu près vierge de tout savoir quand il est arrivé en Inde, a pu se former pour rentrer un peu dans la vie intellectuelle indienne. Bien sûr, on voit par ses écrits, par ses préjugés, qu'il avait une nette préférence pour l'islam par rapport à l'hindouisme. Il affiche ça à maintes reprises. Il a donc, par exemple, aussi cette carte qui est basée en partie sur la cartographie européenne, mais qui est aussi basée sur ce qu'on trouve dans les textes moghols. Et voilà donc aussi, par exemple, le frontispièce de son livre sur Nader Shah, c'est le portrait de l'empereur moghol Mohammad Shah. Alors, Fraser, en fait, était tellement important, considéré comme tellement important à son époque, il a été vite oublié à la fin du XVIIIe siècle, qu'il a même eu une influence sur quelqu'un qui est beaucoup plus connu que lui. Anquetil du Perron, qui a été à Surat, lui aussi, qui voulait lui aussi faire une collection des manuscrits de l'Avesta, en fait a eu un rapport très curieux avec Fraser. Anquetil a été pris dans la guerre de 7 ans. Donc en rentrant en France, il a été capturé par les Anglais et il a été amené en Angleterre. Mais comme il était entre gentlemen, il a demandé, Anquetil, aux Anglais qu'ils puissent aller à Oxford regarder les manuscrits de Fraser.
Et donc, on a permis ça. Il est allé voir la bibliothèque de Fraser, qui avait été déjà déposée, on est donc dans les années 1760. Comme c'était anquetil, il a fait que des remarques désobligeantes et méprisantes, en disant que Fraser n'a rien compris, etc. Mais en réalité, si on compare la collection d'Anquetil aujourd'hui à Paris et la collection de Fraser aujourd'hui à la Bodleian, la collection de Fraser est de loin la meilleure. Mais il voulait quand même dénigrer Fraser pour faire monter sa propre réputation. Mais c'est intéressant de voir ses remarques sur les textes qu'il a mis. Alors donc, vous voyez où je veux aller, je vais terminer là. Je pense qu'à partir d'une ville comme ça, on peut faire l'exercice qui est un peu peut-être contre-intuitif, mais néanmoins curieux, c'est-à-dire on peut commencer avec un endroit et on peut tirer les ficelles un peu dans tous les sens. Donc vous voyez qu'à partir de Surat, on arrive à penser un peu l'histoire ottomane, ce qui était en marge de l'Empire ottoman. On peut voir la question, par exemple, de ces italophones en Inde. Il n'en avait pas beaucoup, mais il en avait au XVIe siècle. On peut penser, par exemple, à la ville de Surat, comme je vous ai dit, comme centre avec des liens en allant jusque dans l'Asie du Sud-Est ou dans le Moyen-Orient. Mais aussi, on peut penser à cette ville comme un centre intellectuel qui n'était pas, par exemple, le même ordre que Delhi. Delhi était bien sûr plus important parce qu'il y avait la cour, il y avait beaucoup plus il y avait un mécénat qui venait de la cour, on sait qu'il y avait des grands poètes qui se sont installés là-bas, etc. C'est un type de vie intellectuelle, par exemple. Il y a un livre récent d'un de mes élèves, Rajiv Kinra, qui traite de cette question de Delhi comme grand centre au XVIIe siècle. Portant sur un poète en particulier qui s'appelait Chandra Brahman, qui était un brahman qui est devenu un grand poète en persan. Mais la ville de Surat ne manque pas d'intérêt, même pour une histoire intellectuelle, je crois. C'est un autre type d'histoire intellectuelle. Ça a plus à voir peut-être avec une interaction des gens plus humbles, mais si on commence à regarder de près la collection de Fraser, on voit qu'il y a des réseaux, il y a des gens qui étaient impliqués à la fois dans les réflexions religieuses, des réflexions politiques. Et d'ailleurs, en regardant tout cela, on arrive à comprendre quelque chose qui est finalement la conquête de Surat. La conquête de Surat s'est faite en 1759 par les Anglais. Un peu de temps après les débuts de leur conquête de Bengale. Et c'est ce qu'on appelle normalement la révolution du château, le Castle Revolution. Mais si on regarde comment les Anglais ont mis la main sur Surat, en fait, on comprend qu'ils sont passés par un personnage clé, et qui s'appelle, avec un nom très bizarre, c'est un nom, un petit nom indien, Mia Achan. Mais si on regarde le contexte de tout cela, et entre autres les textes de Fraser, on comprend que Mia Achan, en réalité, n'était pas autre qu'un membre d'une grande famille de soufis Naqshbandi, Jouibari, venant de l'Asie centrale. Donc, qui était un grand soufi venu de l'Asie centrale, qui s'est installé à Burhanpur, puis est venu à Surat, et qui, en utilisant le prestige de sa famille, a commencé à jouer dans la politique de la ville, et puis, finalement, pour des raisons un peu compliquées, a décidé qu'il voulait faire front avec les Anglais, et c'est comme ça que, finalement, les Anglais ont pris la ville. Donc, vous voyez que on peut tirer les ficelles et on peut aller assez loin à partir d'une ville portuaire de l'Inde occidentale. Je vous remercie.